En vue d'accroître sensiblement les recettes du trésor public et donner à l'État congolais les moyens de sa politique, ainsi que d'assurer une bonne implémentation du système de traçabilité des droits d'accise, STDA, la directrice générale de douane et Axis, Jeanne Blandine Kawanda, a effectué une visite dans les installations de la Bralima. Quel est l'état d'avancement des projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental? Bertin Modimu Tshisekedi, directeur général du FPI, en a eu le cœur net, avec un sentiment de satisfaction globale après la ronde minutieuse effectuée dans des sites où des infrastructures scolaires et sanitaires sont en cours de construction et ou de réhabilitation. Les détails de tous ces titres et bien d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement que vous présente Lambert Yumaramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans le cadre de cette deuxième livraison de votre magazine Fiscalité et Développement pour l'année 2023, magazine que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Meilleure vue à toutes et à tous. La directrice générale des douanes et Axis, Jeanne Blandine Kawanda Walwom, a effectué vendredi 6 janvier 2023 une visite dans les installations de la brasserie, limonaderie et malterie Bralima. Question de voir les conditions dans lesquelles fonctionne cette société brassicole soumise à l'acquittement des droits d'accise. Des discussions entre la douane congolaise et la Bralima sont plutôt favorables pour l'implémentation du système de traçabilité des droits d'accise STDA. Une réforme cruciale qui va permettre à la DGDA d'accroître sensiblement les recettes du trésor public. Reportage de Didi Mavambo, Céline Boumba et Mitterrand Bia. La directrice générale de douanes et Axis, Jeanne Blandine Kawanda Walwom, dans le mur de la brasserie, limonaderie et malterie Bralima. Elle est accueillie par le directeur général de cette firme brassicole, Victor Madiela. Accompagnée de quelques-uns de ses hauts cadres, la patronne de la douane congolaise a d'abord eu droit à la présentation de la Bralima. Vient ensuite la visite guidée des installations de cette société brassicole, filiale du groupe Heineken, au cours de laquelle Jeanne Blandine Kawanda Walwom et sa suite reçoivent des explications sur l'organisation et le fonctionnement de cette grande unité de production de boissons, du magasin d'emballage, en passant par l'étape de l'usinage jusqu'au magasin de bouteilles pleines. Pendant cette visite, les discussions portent sur une réforme importante, encore en souffrance d'applicabilité. Il s'agit du système de traçabilité des droits d'accise STDA qui rencontre jusque-là une résistance farouche de la part des opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Mais les échanges entre la directrice générale de la DGDA et le directeur général de la Bralima ont abouti à des conclusions intéressantes devant conduire incontestablement à l'implémentation du STDA dans la chaîne de production de cette société brassicole. Les conditions pour permettre à la douane congolaise d'installer son appareillage pour l'étiquetage ou le marquage de bouteilles sont en train d'être rencontrés pour la concrétisation de cette réforme, laquelle consolidera un partenariat gagnant-gagnant entre l'État congolais et cette firme du secteur privé. La finalité est d'arriver à sécuriser les intérêts de l'État qui a grandement besoin de moyens pour l'exécution de son budget exercice 2023 arrêté à 16,8 milliards de dollars américains. Pour atteindre ces objectifs, l'exécutif national compte aussi sur les recettes d'accise. En République démocratique du Congo, la liste de produits d'accise comprend les alcools et boissons, les tabacs fabriqués et autres produits ou instruments servant à fumer, les savons, produits cosmétiques et d'entretien, les véhicules, les produits pétroliers, lubrifiants et huiles de graissage, les services de télécom, l'accès à l'Internet, pour ne citer que cela. Les droits d'accise sont un impôt indirect perçu sur certains produits fabriqués localement ou importés sur le territoire national,
conformément au Code des accises porté par l'ordonnance loi numéro 18/002 du 13 mars 2018. Cette rencontre entre la douane congolaise et la Bralima a surtout permis aux deux parties d'harmoniser leurs vues sur l'implémentation du système de traçabilité des droits d'accise STDA. Dans la logique de consolidation du partenariat public-privé, on tend sûrement vers la mise en œuvre de cette réforme cruciale pour les trésors publics congolais. Plus de 700 véhicules importés passés en contrebande à Lubumbashi, c'est ce qui ressort, vous le savez, de l'opération Coup de poing menée en novembre de l'année dernière par la brigade douanière du Katanga. De l'argent qui a échappé au trésor public aux grandes dames du directeur général de la DGDA. En effet, Madame Jeanne-Blandine Kawanda voudrait voir les importateurs des automobiles à Lubumbashi passer par des voies officielles. C'est dans cet ordre d'idées que le directeur provincial de la DGDA Katanga, M. Roni Kalala, a chargé Narcisse Pambo, sous-directeur de la brigade douanière du Katanga, à tisser langue avec les tenanciers des parkings des véhicules qui ont du mal même à s'acquitter des amendes transactionnelles à l'issue des procès-verbaux, disposés désormais à déclarer correctement les véhicules importés. Les revendeurs de Lubumbashi ont tout de même exprimé leur difficulté à être corrects avec le fisc. Mais nous allons aussi jouer le rôle d'amener nos amis au respect de ce civisme fiscal. C'est-à-dire que nous allons aussi, quand vous allez commencer à déceler certains parkings pour signer des protocoles d'accord, là on va un peu s'associer à vous pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de problème déjà, que les irresponsables vraiment soient conscientisés pour prendre leurs responsabilités. Parce que nous sommes appelés à encourager tout le monde à payer à ces cultures fiscales. Mais on ne peut les encourager que si le taux est vu vraiment au rabais, et que ce soit un taux là normal. Sinon, ça va être compliqué avec les 53, nous, le Congo n'est pas fabricant de véhicules. Mais le taux de consommation, si c'est au-delà des 53 véhicules, c'est presque la valeur d'un véhicule. Quand vous achetez un véhicule à 5 000 $, vous l'amenez ici avec une transit de 1 000 $, ça fait 6 000. Et qu'il va falloir payer 3 000. Donc 53,2, ça va être au-delà des 3 000. Donc ça fait 9 000. Mais on va vendre ce véhicule à combien? On ne saura pas. Là, nous demandons vraiment à l'État congolais de s'y pencher, de revoir vraiment ce taux-là. Nous devons faire le travail que la loi nous recommande de faire, c'est-à-dire mobiliser les recettes et aussi donner à l'État les moyens de sa politique. Déjà, les portes sont ouvertes. On vous a dit que dès que vous avez une déclaration en douane, si vous voulez vous rassurer que la déclaration est authentique, venez vers les bureaux de douane pour que nous puissions vérifier dans les systèmes. Et puis, vous serez sécurisé dans la vente de vos différents véhicules. Mais sinon, nous sommes là pour vous accompagner les commissionnaires en douane et l'État à avoir les moyens de sa politique. Donc, vous avez exprimé les soucis selon lesquels les taux tarifaires seraient trop élevés sur les véhicules. Mais cette question ne peut être traitée à notre niveau. Parce que les tarifs constituent une loi. Il n'y a que la commission tarifaire qui peut siéger quant à ceux et transmettre votre souci au Parlement au travers du gouvernement de la République. Et s'il appartient au Parlement, suivant la politique douanière mise en place, de revoir les taux, mais pas à la douane de faire ce travail. C'est à vous d'exprimer votre souci à la haute hiérarchie du pays pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions. Parce que vous avez dit que si le taux est trop bas, vous payerez la douane sans tricher. Et là, moi, je vous encourage, parce que nous devons abandonner les antivaleurs, travailler correctement pour redorer l'image de notre pays. Voilà ce que je peux dire à ce moment.
Lutte contre la corruption, la malversation financière et le détournement des fonds publics. Voilà en gros le combat au quotidien de l'inspection générale des finances, IGF, conduite de main de maître par l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingate Kay. Pour comprendre son combat, je vous convie à suivre cet élément. Société Mayuya Import-Export. Mon Dieu. $100,000. Ozoki mambula na mon peuple. Moi les théorie, tout ça la pratique. Bokita muke. Bon, tout ça la ningi tout ça la. Yo pesa ngai $50,000, $49,000 wana to tikelio. Moi 1000 wana ya suka. Tobaki na kesi ya leta de toutes les façons. Kesi yango etambolaka te, biso bato totambolaka. Chef, et bela mbongo ndenge wana $1,000 kaka pona l'État. Futa mbongo na yo na kesi ya l'État. C'est le chef de mission qui parle et qui décide. Ok. L'inspection générale des finances et la justice seront au courant. Stop. La République démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Faisant suite à son combat sur la patrouille financière, l'inspection générale des finances, IGF, annonce l'intensification de son combat en cette année 2023, peut-on lire sur son compte Twitter. Il s'agit là du contrôle, a priori, qui vise à empêcher les détournements des deniers publics, ce qui n'est pas à confondre, bien entendu, avec la cogestion. Le tout sous l'œil regardant du président de la République, un morceau dur qui s'annonce pour les criminels financiers. En République démocratique du Congo, le gouvernement central a classifié jusque-là 3 minéraux comme étant des minéraux stratégiques conformément au code minier en vigueur. Il s'agit notamment du cobalt, du germanium et du coltan. Pour Jérôme Sekana, ancien inspecteur des mines et stratège en exploitation des ressources naturelles, eh bien, le gouvernement congolais a intérêt, vu l'environnement économique mondial actuel, à allonger la liste des minerais stratégiques et surtout à développer de nouvelles filières industrielles des mines dans notre pays. Nous vous proposons donc de suivre son analyse sur le coltan et le fer. Le fer, pourquoi? Parce que l'acier est composé à 98% de minerais de fer et qu'avec l'acier, on fait tout. On trouve l'acier dans des immeubles, on trouve l'acier dans des bateaux, dans des trains. Avec l'acier, on peut arriver à ouvrir des grands chantiers, construire des grandes infrastructures portuaires, aéroportuaires. Et je voudrais suggérer à notre gouvernement d'attirer l'attention sur une grande réserve que nous avons dans l'ex-province orientale, une réserve évaluée à 20 milliards de tonnes métriques. Il est évident que Rio Tinto, une grande firme qui exploite le fer à travers le monde, était venu ici. Il y avait quelques petites complications, mais il est temps qu'on puisse lever l'option de pouvoir faire venir cette firme, au besoin faire venir les Chinois, parce que les Chinois, comme vous le savez, maîtrisent bien le minerai de fer. Au jour d'aujourd'hui, la Chine est devenue l'usine du monde. Voilà pourquoi je suggère à ce que mon gouvernement puisse se pencher là-dessus, d'autant plus qu'avec l'exploitation de fer, on peut arriver à renforcer l'intégration économique qui est très très fondamentale pour le moment, pour vraiment permettre à notre pays, à nos provinces de s'interconnecter, c'est-à-dire construire des grandes infrastructures ferroviaires par exemple qui partiraient de Banana jusqu'à Goma, de Sakania jusqu'à Mobaïmbongo par exemple, de sorte que le pays échange avec lui-même, les provinces puissent arriver à produire et à consommer congolais.
C'est pour cette raison, je sais très bien que le fer ne coûte pas cher, c'est dans les 116 dollars la tonne métrique, mais c'est un minerai extrêmement important. La révolution industrielle ne pouvait pas réussir en Europe sans la présence, bien sûr, du fer. Je voudrais également qu'on développe la filière des colombo-tantalites. Vous avez là-dedans la colombite, mais également la tantale. Ces deux minéraux ont la magie de pouvoir stocker et libérer l'énergie. C'est pour cette raison qu'on utilise les coltans dans la fabrication notamment des ordinateurs, des téléphones portables, ainsi de suite, et même dans des équipements sophistiqués qu'on trouve au niveau de l'astronomie. Alors, ce minerai est le minerai le plus cher pour le moment, des minéraux stratégiques que nous avons dans notre pays. Une tonne métrique du colombo-tantalite ou du coltan, si vous le voulez bien, coûte à peu près 114 000 dollars américains. Alors que la tonne métrique du cobalt nage dans les 51 52 000 dollars américains. Vous comprenez pourquoi nos voisins nous font la guerre. Le minerai des coltans, si nous prenons des dispositions, comme je l'avais dit encore la fois passée, il est question que le gouvernement puisse lever l'option d'interdire l'exploitation de ces minéraux artisanalement. Depuis 1982, année au cours de laquelle le maréchal Mobutu avait libéralisé l'exploitation artisanale dans notre pays, le bilan est négatif. Ça ne sert à rien de continuer même quand bien même on gratte, il y a des morts, il y a beaucoup de dégâts là-dessus, les enfants qui exploitent, tout ça, c'est le minerai du sang, ça tue beaucoup de problèmes. Et étant donné que la plupart des sociétés, des firmes qui travaillent dans les télécommunications ont installé des fours à Kigali, à Kampala, pour avoir accès de manière frauduleuse, malheureusement, à ce minerai-là, il y a moyen d'interdire ces minéraux dans l'exploitation artisanale et ouvrir, faire un appel d'offres pour les grandes sociétés qui peuvent venir exploiter ces minéraux de manière industrielle. Nous avons plus de 60% des réserves des coltans du monde. Et d'ailleurs, pour le moment, nous sommes le plus grand pays producteur, en dépit du fait que quand le Rwanda nous volait de temps en temps, faisait la rapine, le Rwanda s'était proclamé une fois premier pays producteur du coltan, alors que tout le monde savait très bien que ces coltans venaient de la République démocratique du Congo. Mais il faut également, étant donné que nous développons maintenant une coopération win-win avec les Américains, notamment le dernier protocole d'accord que nous venions de signer avec les Zambiens et les Américains, c'est-à-dire la Zambie, la République démocratique du Congo et les États-Unis en ce qui concerne la fabrication de batteries, bien sûr au lithium et consorts, il est souhaitable que nous puissions demander au gouvernement américain de pouvoir remettre sur la sellette la loi Dodd-Frank. C'est une loi qui permet la traçabilité, parce que la plupart des sociétés qui exploitent ou bien qui achètent clandestinement, qui arment même les groupes armés qui se trouvent de l'autre côté, donner des munitions, de l'argent et tout ça, ce sont des sociétés de télécom, des sociétés des multinationales d'origine américaine et d'origine britannique. D'où la nécessité de demander au gouvernement Biden, on appelle ça à l'administration Biden, de pouvoir réhabiliter la loi Dodd-Frank qui était mise en veilleuse par le président Trump. Donc, quand vous prenez ces deux minéraux et que, de manière stratégique au niveau de la République démocratique du Congo, nous essayons d'asseoir une nouvelle politique dans les 5 ans qui viennent, nous osons croire que nous pouvons arriver à non seulement à stabiliser la partie est de notre pays, qui est la paix, parce qu'en ce moment-là, ceux qui exploitent frauduleusement, qui achètent frauduleusement, qui se trouvent de l'autre côté de notre frontière, pourront venir accéder à ces minéraux de manière le plus officiellement du monde, mais également, nous pouvons arriver à renforcer l'intégration. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous ouvrir plus aux pays de l'Est, quand bien même nous devenons membres de cette communauté sous-régionale, mais nous devons, avant de nous ouvrir
à d'autres organisations sous-régionales, renforcer ce qu'on appelle l'intégration économique à l'intérieur du territoire national. Si on arrive à faire cette intégration économique, d'abord, nous allons nous souder davantage, nous allons nous retrouver comme une nation et nous allons effectivement avoir beaucoup d'argent, surtout notre budget, étant donné que maintenant là, nous avons un budget de 16 milliards 800 millions de dollars américains. Nous applaudissons de deux mains, mais ce n'est que le début. La colonne vertébrale de notre pays, le boulevard flottant de notre pays, c'est le majestueux fleuve Congo et le chemin de fer. Il faut réhabiliter la SNCC, il faut rendre navigable pendant toutes les 4 saisons le majestueux fleuve Congo, de sorte que les minéraux qu'on exploite au Katanga ne puissent pas sortir par l'Angola ou ne puissent pas sortir encore par la Zambie, mais puissent sortir par Banana. Ainsi, nous allons donner une valeur économique, une valeur ajoutée et un sens économique au port de Banana. Il ne suffit pas de construire un port en eau profonde à Banana, ce n'est pas pour évacuer les maniocs ou les maïs, ce n'est pas pour évacuer les bois. Il faut un tonnage consistant. Or, ce tonnage-là, on peut le trouver en exploitant la mine de fer, comme je vous ai dit, dans la Grande Orientale. On peut également donner de la valeur ajoutée et du sens à ces ports en eau profonde de Banana, en charriant, comme par le passé, c'était ça, la vision de Belge, tous les minéraux qu'on exploitait dans les grands Katanga, il y a plus de 2 millions de tonnes de cuivre que nous exportons ces derniers temps, et plus de 100 000 tonnes du cobalt. Eh bien, si le gouvernement arrive à réhabiliter les infrastructures ferroviaires, navales et routières à l'intérieur du territoire national, eh bien, les millions de dollars que nous dépensons, que nous donnons à nos voisins, ça peut servir encore à réhabiliter des petites et moyennes entreprises à l'intérieur du territoire national. Il faut peut-être qu'à la rentrée parlementaire, nous allons proposer une loi. Nous allons demander à un député de pouvoir endosser cette loi sur l'intégration économique de la République démocratique du Congo. Et c'est dans ces projets de loi-là que nous allons devoir expliquer le mécanisme. C'est faisable. Il y a certaines choses que nous pouvons faire qui ne demandent pas beaucoup d'argent. Parce que aller rencontrer Rio Tinto à New York, aller rencontrer les Chinois à Pékin pour qu'ils viennent faire le boulot que je suis en train de vous expliquer ici, ça ne nécessite pas des millions. Mais ça nécessite une stratégie, une approche. Demander aux Américains de pouvoir remettre sur la sellette la loi Dodd-Frank, ça ne nécessite pas de l'argent. Donc il y a certaines choses, parfois nous passons à côté de l'essentiel, tout simplement parce que nous nous intéressons à des choses qui ne sont pas tellement prioritaires. La priorité du gouvernement aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver les moyens de sa politique pour répondre aux attentes de la population. L'arrivée du Saint-Père en République démocratique du Congo est prévue pour la fin de ce mois de janvier. C'est donc du 31 janvier au 3 février 2023 que le pape va séjourner en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, le Premier ministre Sama Lukonde a effectué une visite d'inspection des travaux d'aménagement des sites choisis pour les activités du souverain pontife à Kinshasa. Le condensé des activités de la semaine du Premier ministre, c'est dans cet élément préparé par Priska Sekana. Toutes les batteries sont mises en marche par le gouvernement congolais pour la réussite totale de la visite du pape François en République démocratique du Congo, prévue du 31 janvier au 2 février 2023 à Kinshasa, sur invitation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est rendu ce jeudi 5 janvier dans les sites choisis pour accueillir les différentes activités du souverain pontife, notamment les célébrations eucharistiques et d'autres rencontres importantes avec le jeune et le religieux. Le Premier ministre a visité tour à tour le site de Ndolo, le stade de Martyrs, la cathédrale Notre-Dame du Congo ainsi que les installations de la Synco. Depuis le mois de décembre, nous avions reçu confirmation de l'arrivée du pape le 31 janvier de cette année 2023
Et donc on a visité tous les sites, y compris justement la cathédrale et la Sanko, pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les temps. En fait, ici, c'est beaucoup plus une visite que nous faisons pour respect de calendrier et de chronogramme. Juste après cette visite d'inspection, de travaux d'aménagement, des sites choisis pour les activités du Saint-Père à Kinshasa, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a reçu en audience à la primature Monseigneur Hétor Balestrero, nonce apostolique, qui était accompagné de Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de Kinshasa, et de Monseigneur Donatien Cholet, chapelain du pape et secrétaire général de la Sanko. Il était question au cours de leurs échanges de confirmer non seulement la visite du souverain pontife en RDC, mais aussi et surtout d'échanger avec le Premier ministre sur la réussite totale de la visite du pape François en République démocratique du Congo. Et d'ores et déjà, tout le monde est invité à l'accueillir quand il viendra de l'aéroport de Njili dans l'après-midi vers Russie, vers la Gombe pour rencontrer au palais de la Nation le président de la République. À son arrivée, après la visite de courtoisie au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pape François rencontrera les autorités, la société civile et le corps diplomatique au Palais de la Nation et y prononcera un discours avant de poursuivre un long programme chargé pendant son séjour dans la capitale congolaise où aucun pape n'a plus foulé le sol depuis la visite de Jean-Paul II dans les années 1980. Sachez par ailleurs que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a participé le samedi 7 janvier 2023 à la messe d'action de grâce organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa par l'Église catholique pour recommander à l'Éternel Dieu l'esprit de sa sainteté. Le pape émérite Benoît XVI rappelé auprès du Seigneur. En l'absence de cardinal Fridolin Ambongo qui s'était rendu à Rome pour participer aux obsèques de Benoît XVI, cette célébration eucharistique a été officiée par le nonce apostolique Monseigneur Hétor Balestrero. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Mundjimu Tshisekedi, lors de sa récente visite dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, s'est enquis de l'état d'avancement des projets financés par son institution dans cette partie du pays, notamment sur des sites où des infrastructures scolaires et sanitaires sont en cours de construction ou de réhabilitation dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Au terme d'une ronde minutieuse, Bertin Mundjimu Tshisekedi a confié que le constat global est satisfaisant. Le directeur général du FPI a par ailleurs exhorté les entreprises exécutantes à accélérer les travaux de finition dans l'objectif d'utiliser ces infrastructures scolaires et sanitaires dans les tout prochains jours. Le patron du FPI a aussi visité le site devant abriter la centrale photovoltaïque de 10 MW avec 5 MW de stockage à Chipuka. Nous sommes là à 20 km de Mbuji-Mayi, un reportage de la cellule de communication du FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le projet de plantation de la centrale photovoltaïque de Chipuka à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental qui devra produire 10 MW pour alimenter la population de Mbuji-Mayi en énergie électrique la journée avec une possibilité de produire 5 MW la nuit sans compter le réseau devant alimenter la ville de Mbuji-Mayi en énergie électrique est bel et bien en cours de mise en œuvre dans la province du Kasaï oriental. Ce projet énergétique, qui figure parmi tant d'autres projets structurants en développement, dont l'initiateur est le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, via le concours du Fonds de promotion de l'industrie FPI, dans l'espace Kasaï, s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. On rappelle que le FPI a été enrôlé comme
autorité contractante dans la mise en œuvre de ces projets. Lors de sa descente sur le terrain, le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi a constaté que le site de Chipuka, d'une superficie de 80 hectares déjà aménagé, a commencé à recevoir le premier lot des matériels constitués de supports métalliques de montage des modules solaires. Sur ce site, les travaux devaient commencer au mois de janvier 2021 pour une exécution de 12 mois, mais seulement les travaux se sont enlisés à la suite du retard connu à l'acheminement des équipements. La réalité est que 52 conteneurs des équipements sont arrivés à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga depuis fin août 2022 et y demeurent encore bloqués faute d'acheminement par la Société nationale des chemins de fer du Congo, la SNCC, à Mbuji-Mayi via Mweneditu. À ce jour, seuls 9 conteneurs contenant les structures métalliques ont été acheminés récemment sur les sites de Chipuka et 3 autres sont en route vers Mweneditu. Donc, pour l'instant, 40 conteneurs des équipements traînent encore à Lubumbashi. C'est ce qui explique le grand retard connu pour achever ce projet énergétique. Le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a promis de faire diligence pour faire face à cette situation. Poursuivant sa ronde à Mbuji-Mayi, le patron du FPI s'est enquis de l'état d'avancement d'autres projets financés sur fonds propres par son institution dans cette partie de la République, notamment les infrastructures scolaires et sanitaires, des projets inscrits dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Nous avons constaté l'évolution des travaux, ça évolue bien, mais nous voulons plutôt insister sur la fin des travaux. Des recommandations ont été faites parce que vous savez que les écoles et les hôpitaux jouent un rôle important dans le rôle social de ces activités et qu'il faut que la population puisse en jouir pour véritablement répondre à la préoccupation du président de la République de lutter contre la pauvreté et contre les inégalités, essayer d'améliorer les niveaux d'hospitalisation pour que les gens, en tout cas, aient une espérance de vie importante et que l'école aussi, qui est la base de la formation et de l'éducation, soit en tout cas mise à la disposition de la population. Avant de regagner Kinshasa, la capitale, le directeur général du FPI a visité un immeuble acquis par dation en paiement auprès des établissements Mundos. Il s'agit d'un bâtiment en étage situé en plein centre d'affaires de la ville de Mbuji-Mayi, dans la commune de Dibindi. Le propriétaire de cet immeuble n'a pas pu réaliser ses engagements auprès du FPI et par suite de l'opération de recouvrement et à l'issue d'une bataille judiciaire, le promoteur du projet non réalisé a dû céder cet immeuble qui est devenu désormais une propriété du Fonds de promotion de l'industrie. Dans le territoire de Kailou, dans la province du Maniema, le bambou est utilisé comme matériau de construction. À côté de l'exploitation artisanale des minerais, certains jeunes de cette contrée vont aussi dans la forêt chercher le bambou pour construire des habitations traditionnelles. Une activité qui permet à certains jeunes de se faire de l'argent pour subvenir un tant soit peu à leurs besoins élémentaires. C'est le cas de Benoît Bianikiro qui a attiré l'attention de nos reporters dans ce coin, Priska Sikana Kinzonzi et Céline Bumba Angeli. Venu de Goma, dans le Nord Kivu, il y a 5 ans, à la recherche d'une vie meilleure, Benoît Bianikiro, la trentaine révolue, s'est spécialisé ici à Kailo, province du Maniema, dans la construction des clôtures et maisons en bambou, communément appelées matete. Cette plante est utilisée comme matériau de construction. Ce matin, avec sa machette, un morceau de bois et une moustiquaire achetée à 5 000 francs congolais, Benoît érige avec du bambou la clôture de cette parcelle. Il commence par découper en 2 parties la tige de bambou récupérée dans la forêt. Ensuite, il le rassemble en colonnes pour faire de grandes sections tressées avec la moustiquaire.
En 4 ans d'activité, ce travail a permis à Benoît de subvenir un tant soit peu à ce besoin élémentaire et de payer aussi sa scolarité. Aujourd'hui, je suis en 6e des humanités. Ce travail me permet de payer ma scolarité en premier, ensuite de nourrir ma famille. Il m'arrive de gagner 50 000 francs congolais dans ce travail et cela m'aide beaucoup. Facilement transportable et souple, le principal problème à affronter avec le bambou, c'est la durabilité du matériel régulièrement rongé par les insectes. Au-delà de cette difficulté, s'en procurer reste également un casse-tête pour les habitants de Kailo. Nous avons du mal à nous procurer ce bambou. Il faut faire au moins 15 km à pied dans la forêt avant d'en trouver. Une fois les bambous coupés dans la forêt, on nous vend ça de façon morcelée. 30 parties coûtent 15 000 francs congolais. J'achète la moustiquaire à 5 000 francs. Des lianes comme celle-ci coûtent 15 000 francs. Et quand on n'en trouve pas, on utilise la moustiquaire qui est plus durable. Bien que construire des maisons et clôtures en bambou procure à Benoît de quoi subvenir à ce besoin primaire, il explique que cela reste pour lui une activité secondaire. Ici, dans le territoire de Kailo au Maniema, l'activité principale de jeunes reste l'exploitation artisanale de minerais dans lesquels ils gagnent mieux et plus en une journée. Je me retrouve mieux lorsque je fais l'exploitation artisanale de minerais. Par jour, je peux gagner 20 000 à 30 000 francs congolais. Par contre, ce travail, il me faut d'abord le terminer avant de toucher quelque chose. Nous vendons les minerais par kilo dans le comptoir. 1 kilo coûte entre 25 000 et 30 000 francs. Quand le prix baisse, les kilos revient à 15 000 ou 10 000 francs. Nous exploitons le minerai chez un privé où nous payons aussi une carte de creuseur à 20 000 francs congolais le mois. Considéré comme l'acier vert, les bambous est très robuste, léger et relativement élastique. Il sert à tout dans la construction ou presque, des clôtures bien sûr, mais aussi des planchers et de murs, des charpentes, des poutres et même des ponts et des maisons entières. On peut aussi en fabriquer des ustensiles de cuisine et des objets de décoration, comme c'est le cas en Chine, où cette plante joue un rôle capital dans le développement de la culture et la civilisation chinoise, ainsi que dans son économie rurale et industrielle. Il serait également important pour le Congolais de valoriser cet acier vert qu'est les bambous qu'on trouve aussi dans nos forêts. Comment se sont comportés les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation en cette première semaine de l'année 2023 sur les principaux marchés de Kinshasa? Eh bien, la réponse dans cet élément préparé par Naomi Makwela. Une semaine après le fête des Nouvel An, les tendances de prix des produits alimentaires de première nécessité au samedi 7 janvier 2023 sur les différents grands marchés de Kinshasa sont soit stables, en baisse et même en hausse. Du côté de la viande TS, le prix d'un carton de 20 kg est resté stable au marché de la Liberté depuis la semaine passée, se négociant à 280 000 francs congolais. Même constat fait au marché Zekida où ce même produit a maintenu son prix de la semaine passée à 283 500 francs congolais. Baisse par contre au marché Gambela où le prix d'un carton de la viande TS qui coûtait 310 000 francs congolais la semaine passée se vend actuellement à 300 000 francs congolais et 242 500 francs congolais. C'est le prix observé au marché Matete. Côté légumes, le prix d'une botte des amarantes en provenance du Congo central, Malukuntsele et Njil Brasserie se vend à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Gambela et Matete et à 2000 francs congolais au marché Zekida. Concernant les produits secs, sachez que le prix d'un bol connu de farine de maïs sous le nom de Kolo coûte 2000 francs congolais au marché de la Liberté, Gambela et Matete et 2500 francs congolais au marché Zekida. Pour la farine de manioc, le prix d'un écolo se négocie à 1200 francs congolais au marché de la Liberté et Matete, 1500 francs congolais au marché Gambela et enfin 2000 francs congolais au marché Zekida.
Terminons ce tour d'horizon des tendances de prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation avec la mangue, dont le prix d'un lot de 5 pièces coûte 2000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Gambela Matete et 2500 francs congolais au marché Zikida. Voilà donc les tendances de prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par l'agence Galaxy Media. Sur le marché du change à présent, à cause de petits soucis d'actualisation de son site internet, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les données de la Banque centrale du Congo qui affiche jusque-là les taux du samedi 31 décembre 2022. Au samedi 7 janvier 2023, au parallèle, cette fois-ci, le taux a varié entre 2050 et 2100 francs congolais le billet vert dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est négociée à 2000 francs congolais, 2100 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2180 francs congolais le taux au château dans la commune de la Gombe. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Isiro, dans la province du Haut-Tuélé, à Massimanimba, dans le Kwilu, et à Bukavu, dans le sud Kivu. 2005 francs congolais, le dollar à Chikapa, dans la province du Kasaï. 2010 francs congolais, le dollar à Lissala, dans la province de la Mongala. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays sur les provinces contactées a été observé ce week-end à Lodja, dont la province du Sankourou, où un dollar américain a valu 2050 francs congolais. On prend à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 7 janvier 2023. Ruben Mayoni. La première semaine de l'année 2023 a commencé avec une chute libre des prix des produits pétroliers au point que le baril du brut est redescendu sous la barre de $80 américains. À New York, par exemple, le baril du brut léger américain West Texas Intermediate WTI a coûté $73,73 américains, soit une baisse de 0,24%. Baisse également de 0,47% à Londres, où le baril du Brent s'est négocié à $78,51 américains. Selon le site prixdubaril.com, les cours du pétrole ont fait du surplace vendredi après une séance volatile entre le rebond de Wall Street, la situation incertaine en Chine et l'arrêt d'un oléoduc dans l'est des États-Unis. Côté gaz naturel, le kilowattheure s'est vendu à $371 américains, en baisse de 1,36% malgré la crise persistante entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que l'hiver qui bat son plein en Europe. Sur le marché minier, la tonne métrique du cuivre s'est vendue à $8418,85 américains, soit une hausse de 0,35%. La tonne métrique du cobalt est en baisse de 2,88%, s'est négociant à $50 015 américains. L'once d'or de son côté est stable à 0,00%, la tonne s'est vendant à $1865,68 américains. La tonne métrique du fer s'est située à $116,57 américains, en hausse de 1,60% selon le site investing.com. Seul du coltan s'est maintenu à $114 000 américains selon investir.leseco.fr, restant stable dans le vert à 0,00%. Enfin, la tonne métrique du lithium a coûté $917 américains, en hausse de 1,89%. Côté céréales, la tonne du maïs a coûté $654 américains, soit une hausse de 0,11%. Hausse aussi pour le riz de 1,42%, la tonne se négociant à $17,50 américains. Hausse persistante encore de 0,07% du côté blé, la tonne se vendant à $744 américains. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café a coûté $158 américains, soit une forte hausse de 27,00% en raison d'une hausse importante des coûts de production, l'inflation galopante et l'hiver qui frappe de plein fouet l'Europe, les professionnels étant en effet contraints d'augmenter leurs prix. La tonne du cacao s'est vendue à $2605 américains, en forte hausse de 12,80%, dictée par les coûts des engrais à en croire l'agence Ecofin et les perspectives de production vacillantes selon leseco.fr.
Enfin, la tonne du coton s'est négociée à 86 $ américains, soit une forte baisse de 16,50%, justifiée par la consommation du coton en berne dans le monde, faute de demande des industries et sous l'effet des stocks importants, les filatures achetant de moins en moins les cotons. Bouclons cette émission avec une page sportive. En marge de la célébration de 27 années d'existence de la DGRAD, la haute direction de cette régie financière a organisé un tournoi Zango moderne et de football qui a opposé en finale les dames de la DGRAD à celles de l'IMCA et les hommes à ceux de la DGDA. Reportage de Marlène Bassoussou et Céline Boumba. Ils ont célébré à leur manière les 27 ans d'existence de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. Ils, ce sont les cadres et agents de la DGRAD, opposés à différentes équipes, des Zango modernes pour la gente féminine et des football pour la gente masculine au cours de ces tournois. En finale, les dames de la DGRAD l'ont remporté face à l'UMCA sur un score de 76 points sur 49. Loisir pour la DGRAD et mérite pour l'UMCA, ces résultats n'ont pas laissé indifférentes les déformations. C'est une joie vraiment immense pour la DGRAD. Nous avons gagné, nous avons remporté la victoire aujourd'hui contre l'équipe de l'IMICA. On a gagné. C'est notre joie. Que le gouvernement congolais soit à l'aise, qu'il nous mette tout en jeu. Si nous faisons le sport, c'est parce que en mobilisant les recettes, nous marchons même à pied dans les coins et recoins de la ville pour chercher les recettes de l'État. Et cela demande à ce que l'homme ou la femme soit en bonne santé. C'est vraiment un plaisir, c'est un honneur à notre regard. Il y avait 8 équipes, mais nous sommes arrivés jusqu'à la fin. Ça, c'était la finale. Nous sommes arrivés jusqu'à la fin et c'est vraiment... Donc, je manque même les mots. Occasion pour Émilie Tulumba, coordonnatrice au secrétariat du directeur général de la DGRAD, au nom de la régie, de décerner un trophée et un diplôme de mérite à l'IMCA pour son implication sans faille dans ce tournoi. Je suis très heureuse de voir que notre équipe a gagné. Je félicite les deux équipes et je suis reconnaissante à IMCA d'avoir gardé la sportivité jusqu'à la fin. Et je remets le brevet, je ne sais pas au capitaine. Hein. Félicitations. Pour couronner les tout, les dames de la DGRAD ont livré un match de gala contre la DGDA pour la remise de son trophée de victoire. Côté football, la DGRAD s'est opposée à la DGDA en finale au terrain de l'ISC Gombe dans un match qui s'est soldé par un score d'1-0 en faveur de la DGDA. Aujourd'hui, on s'est retrouvés pour la finale. Et bravo à la DGDA parce qu'ils nous ont battus sur le terrain par 1-0. Quand cela ne tienne, c'est la fête. C'est la fête. Ce qui compte pour la DGRAD, c'est la fête. Je suis très content de ce que mon collègue, notre confrère de la DGRAD vient de dire. Ils ont été battus effectivement. Ils savent, d'habitude, nous avons l'habitude de les battre. Et c'est comme ça que dans le cadre de Fair Play, c'est un tournoi qui a été organisé par la DGRAD pour le 27e anniversaire de l'entreprise. Madame le directeur général à qui nous dédions la coupe aujourd'hui a permis à ce que la DGDA vienne participer. Nous avons participé et voilà, nous sommes maintenant au top. Il s'est de signaler qu'en chantant ensemble joyeux anniversaire à la DGRAD, comme un seul homme, ses cadres et agents, hommes et femmes, ont promis à la hiérarchie de mobiliser davantage les recettes non fiscales au profit du trésor public pour donner à l'État les moyens de sa politique et ainsi exécuter son programme de développement. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette deuxième livraison de votre magazine Fiscalité et Développement pour l'année 2023. Eh bien, merci de nous avoir suivis depuis la commune de Katouba à Lubumbashi. Fiscalité et Développement revient bientôt avec le même et réel plaisir.
Au revoir.